On va reprendre nos réflexions. On va tout de suite sur le terrain maintenant avec mon excellent collègue Norberto Izemcem, qui est responsable du programme d'insertion des jeunes adultes en difficulté au sein de Caritas Genève. Il est lui-même pédagogue. Il a conduit aussi des projets jusqu'au Guatemala, dans son continent d'origine. Donc, c'est quelqu'un qui est expert de terrain et je suis heureux de lui céder la parole. Merci. Merci Dominique. Alors, donc, tout d'abord, vous vous retrouvez devant ce petit graphique et l'idée, c'est de planter le décor pour commencer et situer ainsi l'activité que nous faisons avec les jeunes au sein de notre programme de formation et d'insertion professionnelle. Alors, juste une petite explication quand même. Donc, les jeunes que nous accueillons, ce sont des jeunes qui ont, pour la plupart, passé par des mesures précédentes, comme le CEMO, l'UEG, etc. Et ensuite, ils se retrouvent chez nous pour faire un apprentissage afin d'obtenir l'attestation de formation professionnelle ou le certificat fédéral de capacité. Donc, on les accompagne pendant 12 ans pour ceux qui font l'AFP et pendant 3 ans pour ceux qui font le CFC. Alors, schématiquement, pour moi, c'est un processus d'insertion dans lequel nous, on participe pour une étape dans laquelle, si vous voyez donc, les lignes que j'ai mis là, ce sont des lignes qui marquent en fait des temps de passage. On a parlé de transition. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est assez important au niveau des enjeux après, au niveau de l'accompagnement qui se joue avec les jeunes dans ces temps de passage où on voit donc en tout cas lorsque le jeune est en formation, il est relativement stable, mais il y a un temps aussi de passage quand il sort de notre dispositif, où il faut aller soit vers la formation encore, parce que si c'est quelqu'un qui a fait une AFP, c'est souvent le cas, parce que ce sont des jeunes quand même avec pas mal de situations de difficultés, qui vont aller pour faire un CFC dans une autre entreprise du milieu ordinaire, où certains passeront directement à la recherche d'emploi. Voilà. Donc, dans ce travail que nous faisons, notre travail consiste à accompagner justement les transitions de ce jeune en situation de, et puis j'ai mis en gras justement cette partie-là, parce que, je vais revenir après, il y a peut-être aussi une question de langage auquel nous devons aussi réfléchir. Mais on dit décrochage, vulnérabilité, difficulté, rupture, voilà, que vous connaissez certainement déjà bien ces problématiques. La sélection de ces jeunes pour rentrer dans le programme est une sélection qui se fait évidemment par la difficulté, mais aussi par le potentiel. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on doit analyser le parcours personnel du jeune et son parcours scolaire, tenir compte, en fait, des ressources internes et des ressources externes qu'il possède. Voilà. Donc, c'est avant tout une démarche, pas une démarche en fonction du déficit, mais une démarche qui prend en compte aussi le potentiel qu'un jeune peut avoir. Voilà. Puisque, de toute façon, donc, ce sont des jeunes qui n'ont aucune qualification, qui n'ont pas encore acquis une qualification du niveau secondaire 2. S'il y a à parler de déficit, ça serait en matière d'employabilité. Donc, nous devons effectivement soutenir ces jeunes, les jeunes qui en sont le plus dépourvus de ces ressources, mais qui, avec un soutien, ont des chances de réussite. Voilà. Alors, le programme de formation et d'insertion professionnelle, quels sont les enjeux dans l'accompagnement de ces transitions, la transition d'arrivée, mais aussi le passage par
tout le programme de formation, qui est un parcours, qui se situe aussi dans une temporalité. Ce processus, évidemment, amène une double opportunité pour le jeune, mais aussi des contraintes. Alors, l'opportunité, c'est d'être reconnu socialement, d'être en activité, de lutter pour travailler son insertion professionnelle, individuelle aussi, puisqu'il est reconnu en tant qu'individu qui est en formation, mais également des contraintes aussi qui sont en lien, enfin une opportunité qui est en lien aussi avec la formation. Mais les contraintes, c'est que ces 12 environnements-là, puisque là on parle d'une formation duale, c'est-à-dire une partie qui se passe en entreprise, où on est en situation de travail, et d'une partie qui se passe à l'école, où on est face à une affaire scolaire. Alors, ces 12 environnements-là, que ce soit l'école ou le travail, sont fortement normés. Voilà. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a des lois de fonctionnement auxquelles il faut se plier, mais que les jeunes ne sont pas forcément habitués, auxquels les jeunes ne sont pas forcément habitués, et dont ils gardent même des fois des séquelles. Ce sont des jeunes qui, des fois, ont fait des stages, mais qui s'y sont mal passés, qui ont des craintes vis-à-vis de l'école. Et là, on retrouve des situations d'échec, de peur à l'échec, de peur aussi à la réussite. Parce que réussir, qu'est-ce que ça veut dire pour un jeune, justement? C'est peut-être de changer une logique de fonctionnement dans laquelle il s'est déjà installé confortablement et de devoir faire face à des incertitudes plus tard. Alors, pour nous, il s'agit d'abord de renforcer les ressources du jeune, des ressources qui sont, à mon avis, de deux natures, des ressources internes, la confiance en soi, l'estime de soi, la persévérance, l'autonomie, les compétences relationnelles, l'organisation personnelle, les stratégies d'apprentissage. Et j'ajouterai encore quelque chose qui est important, la capacité à se projeter. Et là aussi, ça fait écho avec ce que M. Womba disait tout à l'heure par rapport aux inégalités au niveau de la capacité à aspirer à faire des projets. Et puis les ressources externes du jeune, qui sont donc le soutien de la famille, le logement stable, un logement stable, une situation financière qui ne pose pas trop de freins, et puis la santé. Alors l'idée ici, c'est puisque ces jeunes, ils ont de difficultés au niveau de ces ressources, et qu'il faut les renforcer, l'idée c'est de diminuer les freins, effectivement, déjà à la formation, pendant le passage avec nous, afin d'opérer un changement. Et nous devons aussi, pour cela, favoriser une relation de collaboration forte entre le jeune et les intervenants. Et je vais aussi y revenir. Alors, comment nous intégrons ces jeunes dans un environnement fortement normé, puisque c'est ça l'enjeu. On disait tout à l'heure qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas forcément se plier aux règles, qui ne veulent pas forcément se plier aux conditions. Voilà. Alors, avant tout, c'est un concept de posture. Au niveau du dispositif, la question que nous nous posons, c'est quelle est la posture la plus favorable que les intervenants doivent privilégier. Là-dedans, il y a deux dimensions pour nous. La dimension artisanale du dispositif est très importante. Alors, je fais appel ici au modèle de l'artisan intellectuel de Wright Nails, que je transpose tout simplement à la problématique qui nous concerne, puisque ça, c'est un concept le terrain n'est pas le même. Mais l'idée, c'est la même. C'est la mobilisation de savoir-faire métier, c'est-à-dire les savoirs plus les expériences des intervenants, qui implique une maîtrise et personnalisation des instruments. Et le plus important dans ce processus, c'est la qualité du travail réalisé qui doit être mise
en évidence d'abord que sur le rendement. Voilà. Donc il y a une différence à chercher à aider 50 jeunes et en faisant un travail avec des ressources limitées, et puis que faire ce même travail, mais avec beaucoup plus de qualité, avec 20 jeunes, 25 jeunes. Nous travaillons avec une vingtaine de jeunes. Hein. Alors, cette dimension artisanale est une condition incontournable, à mon avis, pour réussir les actions dans le cadre d'un accompagnement sur mesure, puisque c'est de ça qu'il s'agit, car il n'y a pas de recette valable pour traiter toutes les situations. Le principe d'accompagnement global est aussi important au niveau de cette dimension, puisqu'il faut répondre toujours à des problématiques multiples. Donc, un jeune qui a un problème de logement, chez nous, c'est aussi un jeune qui a des lacunes scolaires et autres. Donc, ici, le principe qui est important, c'est de ne pas distinguer les besoins sociaux des besoins en matière de formation et d'insertion professionnelle. Et puis ensuite, on a le temps. Donc, le manque de ressources des jeunes et leurs difficultés, on sait que ça requiert un accompagnement dans la durée. Donc, on a 12 ans, nous en tout cas, et 3 ans dans certains cas, pour faire une différence. Une disponibilité sans faille des intervenants, une capacité du dispositif également à patienter pour appréhender les effets des actions. Et puis, le résultat, ça devrait être d'éviter justement une exclusion. C'est-à-dire qu'en cas d'échec, on se donne encore la possibilité pour pouvoir trouver des solutions pour le jeune au lieu de l'exclure. Alors, l'autre dimension qui est aussi très importante dans ce dispositif, c'est la dimension éducative et la responsabilité pédagogique. Et je pense que ça fait écho dans pas mal d'entre vous. Sur le plan pédagogique, ici, j'ai repris encore une fois un concept qui appartient à un terrain, mais que je transpose dans notre problématique, qui est la zone proximale de développement. Donc, c'est issu des travaux de Vygotsky et puis de la psychologie socio-interactionniste, qui part du principe que ce qu'une personne ne peut pas apprendre aujourd'hui, elle pourra l'apprendre demain avec de l'aide et la collaboration avec autrui. Donc, l'idée, c'est de sortir un peu, effectivement, de cet individualisme dont on a parlé tout à l'heure. Et le but, ici, c'est de se mobiliser par un défi réaliste. C'est tout l'enjeu de la motivation. Un jeune qui doit faire face à un projet pour lequel il a énormément de difficultés et aucune aide, ben ça devient pour lui un défi irréaliste. Et donc, la démotivation est tout de suite à 2 pas de la porte. Le concept de la sanction éducative, qui est aussi très importante pour nous, qui est en lien aussi, c'est l'idée que les jeunes, ils se mobilisent chez nous dans des espaces de sollicitude et de valorisation. Alors, sollicitude parce que quand il est au travail, on va toujours lui faire la demande, par exemple, de respecter un règlement interne, et puis, en même temps, tout en le faisant avec bienveillance. Alors, dans cet espace d'interaction avec le formateur, l'apprenti, les autres intervenants, il est important de laisser une place à l'expérimentation parce qu'on sait que c'est nécessaire avant que le jeune devienne autonome. Et c'est toute la question de comment on traite les transgressions ici. Parce que les jeunes qui ont des difficultés auront tendance effectivement à résister, à s'adapter, à suivre la norme, justement. Mais on est dans des environnements qui sont normés. Et donc, l'enjeu ici, c'est justement de travailler avec bienveillance avec les jeunes, donc pas de jugement, puisque pour un jeune qui a une faible estime de soi, le jugement est une violence, est une agression, et puis avec de la souplesse également. Aussi, ce qui est très important ici, c'est le temps qu'il faut se donner pour expliquer, par exemple, la règle. Nous avons un règlement interne que les jeunes, qui est construit, qui a été d'ailleurs construit avec les jeunes, et qu'ensuite, maintenant, il est négocié entre guillemets, puisque dans cet atelier-là, on explique justement à quel droit est garanti par telle règle. Et ça,
c'est important de travailler effectivement sur le sens. Et puis, de faire très attention quand il y a une transgression aussi, de ne pas insister sur une demande impossible. On demande à un jeune, par exemple, de suivre un code vestimentaire alors qu'il est à l'aide sociale et qu'il n'a pas les moyens pour s'acheter peut-être les habits qu'on voudrait voir qu'il nous amène. Là, on est en train de faire violence, et puis c'est même une violence institutionnelle si cela est inscrit dans une règle, dans un règlement. Donc c'est très important. Tout cela fait appel au sens de l'autorité, puisque l'autorité, c'est donc étymologiquement, ça veut dire faire grandir. Et là, ce qui est important, c'est aussi de créer et soigner les liens de confiance dans ce processus-là, dans la manière dans laquelle on traite justement les transgressions. Alors, je vois que le temps avance très rapidement. Donc voilà, l'idée ici, c'est qu'effectivement, le jeune, il puisse compter sur nous, mais qu'il sache aussi qu'il compte pour nous. Ensuite, par rapport aux interventions, donc, quels sont les types d'interventions que nous mettons en place pour aider les jeunes dans cet accompagnement global? Alors, tout d'abord, une formation professionnelle, donc là, ce sont vraiment les compétences qui sont liées au métier, qui est prodiguée par des professionnels qualifiés. Alors, ce sont des spécialistes du domaine qu'ils enseignent. Un accompagnement social et juridique, toujours en fonction des besoins. Un accompagnement scolaire, qu'on a des cours d'appui dans la maison. On fait un lien aussi avec l'école pour un jeune qui a des soucis au niveau scolaire. Cette dimension est très importante parce que pour réussir effectivement la partie scolaire, il est important que le jeune puisse avoir un soutien conséquent à ce niveau-là. Donc pour ça, on travaille avec une douzaine de bénévoles qui viennent chez nous pour aider les jeunes. Des ateliers qu'on pense comme des espaces de compréhension des logiques du fonctionnement citoyen. Les règlements internes, donc on a un atelier sur le règlement interne, comme je vous avais dit. On a un règlement sur les assurances, fonctionnement des assurances, prévention des dettes et autres. Mais ce sont aussi des ateliers pensés comme des espaces d'intégration dans un groupe. Ce qui est important aussi, à ce niveau-là, c'est l'échange et la sociabilisation entre camarades, qui est aussi un préalable pour apprendre. Et puis, du coaching individuel également, coaching qui est socio-éducatif et socio-professionnel. Et tout cela se passe dans la maison, effectivement, avec évidemment un travail de coordination avec des partenaires, parce que voilà, donc on a des partenaires de l'instruction publique, on doit travailler en partenariat avec le FPC, on doit travailler en partenariat avec les écoles, on doit travailler en partenariat avec l'Hospice général, où les jeunes, ils ont également un soutien sur le plan financier. Et puis, au niveau des intervenants, il est important de souligner le fonctionnement. Ici, c'est important, la coordination, la fluidité au niveau des actions, la communication. Et le but, c'est qu'il y ait des interventions qui sont concertées et pas des démarches doubles, pas des démarches qui sont faites d'un côté ou d'un autre, parce qu'on sait que cela peut fatiguer un jeune qui a déjà fait le tour de plusieurs institutions avant d'arriver chez nous. Au niveau de la formation aux intervenants, c'est important de souligner que ce sont des spécialistes. Et la posture est très importante dont on parlait tout à l'heure par rapport au concept du dispositif, hein. Cette posture de bienveillance et de respect vis-à-vis de la personne. Et puis, le praticien formateur, qui est aussi un spécialiste dans le métier, il est formé à la formation d'apprenti et il est formé également pour la prise en charge, enfin, nous les formons pour la prise en charge des jeunes fragilisés. En guise de conclusion, alors, dans ce dispositif, nous privilégions une démarche éducative. Par exemple, la sanction éducative, on doit sanctionner les actes et notre respect doit aller pour la personne. L'importance du concept de responsabilité pédagogique aussi, de chaque intervenant,
Chaque intervenant a cette responsabilité-là. Et là, il s'agit de faire preuve de grande circonspection, avoir de la prudence pour ne pas négliger aucune circonstance atténuante ou aggravante avant d'agir. On revient à la question du temps, de l'importance du temps comme ressource. Et l'enjeu ici, c'est que le jeune se sente protégé et reconnu. Le jeune est placé au centre du processus, où ce qui est le plus important pour Caritas Genève est la conquête de son autonomie, sa qualification, son employabilité, par ses moyens. Et ce processus souligne la nécessité d'un soutien pluridimensionnel des jeunes qui font face à des difficultés multiples, comme nous l'avons déjà dit. Et puis j'aimerais finir avec un petit retour sur la question de langage dont je parlais tout à l'heure. Quand on dit des jeunes en rupture, des crocheurs, etc., on sait que ces termes renvoient aux jeunes eux-mêmes la responsabilité de leur situation, alors même que, d'une part, le marché de l'emploi leur laisse très peu de place, surtout à ceux qui sont peu qualifiés, et que d'autre part, les dispositifs qui sont censés les aider ont aussi leur propre vulnérabilité, parce qu'ils doivent faire avec des exigences de rendement, parce qu'ils doivent faire avec des contraintes financières, entre autres. Après, il y a aussi les problèmes de manque de personnel qualifié pour traiter les situations des jeunes. Donc ici, l'enjeu, à mon avis, c'est l'importance de créer des bonnes conditions pour le fonctionnement des dispositifs d'accueil et des places dans le marché de l'emploi. Et c'est toute la question qui se pose alors d'une société de plein emploi pour qu'on puisse parler ensuite d'une insertion durable. Je vous remercie pour votre attention.